petit manuel de dépannage spirituel, un livre de Philippe Lheureux et Stéphanie Martin. Aujourd'hui, nous allons tenter de répondre à la question: un même esprit peut-il successivement habiter deux corps différents? Prenons un exemple dans la nature. Comment une guêpe paralysante sait-elle où piquer sa proie? Certaines guêpes solitaires ont besoin pour se reproduire d'aller à la chasse à l'araignée. Et pas n'importe laquelle, une bien grosse, genre mygale ou tarentule, qui, si elle voulait, ne ferait qu'une bouchée de la guêpe. Le challenge est le suivant. La guêpe doit paralyser une araignée et l'enterrer vivante après avoir pondu un œuf dessus. Pour y arriver, elle se pose à côté de l'araignée et commence à battre des ailes sur une certaine fréquence. Une fréquence qui, comme par hasard, a justement tendance à endormir l'araignée. Après ça, elle peut monter dessus, prendre des mesures et commencer à creuser un trou aux bonnes dimensions. Si l'araignée bouge, bzz, bzz, dors, je le veux. Le trou est creusé, il va falloir maintenant piquer l'araignée, et pas n'importe où. Il faut la piquer juste au centre nerveux qui coordonne les mouvements de ses pattes. Si elle se trompe, grosse représailles de la part de l'araignée qui ne sera pas paralysée, et c'est la guêpe qui sert de dîner. Le venin doit juste paralyser l'araignée, et surtout ne pas la tuer. Si le venin tue l'araignée, celle-ci va pourrir, et la larve de la guêpe ne pourra pas se nourrir. Il faut que l'araignée soit incapable de bouger, ce qui réclame une précision chirurgicale lors de la piqûre. En général, la guêpe trouve le point précis du premier coup. L'araignée fait un bond en arrière et retombe paralysée. Après ça, il lui suffit de tirer l'araignée dans le trou, de pondre un œuf dessus, de reboucher le trou et d'aller mourir ailleurs. Eh ouais, c'est comme ça la vie. Sous terre, l'œuf est clos et la larve rentre dans l'araignée par le trou de la piqûre de sa mère. En fait, la larve est attirée par l'odeur du venin. Si en laboratoire on paralyse l'araignée différemment et qu'on la pique dans le dos avec une aiguille trempée dans du venin, l'insecte adulte essaiera plus tard de piquer l'araignée dans le dos. Il s'agit ici d'un souvenir acquis au stade larvaire. La larve mémorise l'endroit où elle devra piquer plus tard, au moment où elle rentre dans l'araignée. Comme une araignée peut rester longtemps vivante sans manger, la larve en profite pour la dévorer vivante, en commençant par les organes non vitaux. Dieu est amour, on le constate une fois de plus. Ceci dit, entre la larve et l'insecte adulte, il y a une étape importante, la métamorphose. C'est presque aussi étrange d'ailleurs que la réincarnation. L'insecte forme une chrysalide et se liquéfie complètement. Tout est redessiné, le système nerveux, le corps. Vous voyez la différence entre une chenille et un papillon. Ce n'est plus du tout le même corps, ni le même cerveau. Or, l'insecte adulte se souvient des informations acquises durant sa vie de larve. On a donc le cas d'un souvenir acquis au stade larvaire qui a réussi à résister à une métamorphose complète de l'organisme. C'est bien une preuve qu'un même esprit peut habiter successivement deux corps complètement différents. Un des principaux obstacles à la croyance en la réincarnation est simplement que la plupart des gens ne se souviennent pas de leur vie antérieure. En fait, ils ne se souviennent pas non plus de ce qu'ils ont mangé il y a 3 jours, et pourtant, ils l'ont fait quand même. Si ce genre de raisonnement vous parle, je vous invite à lire notre petit manuel de dépannage spirituel. Vous y apprendrez plein d'autres choses concernant la vie, et si vous aimez, n'oubliez pas d'en parler à vos amis.